Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Après 1991, 1998, 2005, 2010 et 2015, le Burkina Faso de la 4e République s'apprête à vivre le 22 novembre prochain la 6e élection présidentielle de son histoire. Une élection couplée avec des législatives et qui intervient dans un contexte de crise multiple, sécuritaire, humanitaire, sanitaire, sociale. Alors, une élection présidentielle, pourquoi faire? Quels sont les enjeux du scrutin du 22 novembre et quels défis attendent le prochain président du Faso dans un pays en pleine crise au pluriel? Ce sont là quelques-unes des questions que nous aborderons pendant cette heure d'émission, cette heure d'échange avec Kassem Salam Sourouema, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir. Analyste de la gouvernance et des processus de développement, Dr Kassem Sourouema, que j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans cette émission, porte également son regard sur les processus de décentralisation et d'intégration régionale, notamment sur la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que sur la coopération transfrontalière. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur ce plateau. C'est un honneur, merci. Mon deuxième invité du jour s'appelle Abdoulaye Tao. C'est un habitué de ce plateau, mais ça fait un moment que nous ne l'avons pas reçu. Bonsoir Abdoulaye Tao. Bonsoir. Journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Économiste du Faso. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Restez avec nous pour le numéro 112 de votre émission Périscope. C'est véritablement la dernière ligne droite pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina. La Commission électorale nationale vient de publier la liste provisoire des candidats déclarés. Et en attendant le verdict final du Conseil constitutionnel, eh bien, ce sont 14 dossiers qui ont été validés sur les 23 enregistrés au soir du 2 octobre dernier. À moins de 45 jours du scrutin, les différents acteurs de ce rendez-vous institutionnel majeur se préparent et peaufinent leur stratégie. Avant d'aborder le contexte et les enjeux de ce scrutin et de questionner le processus en cours, eh bien, quelle est l'importance d'une élection présidentielle dans un état de droit, Dr Sourouema? Merci. L'état de droit, comme vous l'avez dit, c'est un état qui repose sur le droit et un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place. Et c'est sur la base de ces mécanismes que dans l'état, l'organisation est faite, où les rôles des uns et des autres sont définis, que les institutions sont définies, leur fonctionnement, les procédures à suivre, tout ce qu'il faut pour que le citoyen ait accès à ses droits et que également l'État puisse faire valoir les obligations. C'est au travers de cet état de droit. Et pour choisir ceux qui vont présider aux destinées de cet état de droit, il faut bien des mécanismes. L'histoire a montré qu'on a usé de beaucoup de mécanismes, de beaucoup de systèmes, dont le tirage au sort, dans d'autres mécanismes. Et puis, aujourd'hui, on en est à l'élection présidentielle. Donc, l'élection présidentielle et l'élection de façon générale. Donc, c'est par ce seul mécanisme aujourd'hui, dans la plupart ou dans l'essentiel des démocraties, qu'on préside à la désignation ou à la sélection de ceux qui seront légitimement appelés à prendre les décisions au nom de tous les citoyens de cet État. Élection présidentielle, élection importante qui désigne au bout d'un processus un seul homme pour diriger la nation, Abdoulaye Tao. Je pense que c'est un rendez-vous dans tous les pays dits démocratiques parce que on a trouvé que les élections c'est l'un des moyens, j'allais dire, le plus généralement admis pour désigner les responsables, les dirigeants des pays, notamment les présidents, les députés et tous les responsables qu'on doit mettre à une position sur la base d'un choix démocratique. Donc, en Afrique, comme dans tous les autres pays, c'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on voit que chez nous, quand on parle d'élection, bon, c'est là qu'on voit venir les problèmes aussi. Ce n'est pas la même chose comme dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des élections à la mode africaine, des élections à la mode occidentale? Il y a souvent lieu de s'interroger, quoique tout le monde admet que le principe de base est le même. Mais on voit que dans le déroulé, on a souvent quand même des difficultés à s'entendre et à s'accorder
sur quelques principes de base ou comment même mettre en œuvre ce processus électoral qui permet de désigner nos dirigeants. Est-ce que les électeurs savent quelle est l'importance justement de cette élection, cette convocation dans les urnes, le choix qu'ils vont opérer? Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement chacun en est conscient et qu'il sait que c'est également le destin de la nation qui se joue le jour où il met son bulletin dans l'urne, Dr Soué? Je n'en ai pas la certitude, quoique, comme il le disait, par la force des choses, les élections se sont imposées à nous. C'est devenu un rendez-vous désormais incontournable. Vous avez vu tous les débats qu'il y a eu ici sur le report, le non-report. Donc c'est devenu un rendez-vous immanquable. Hein? C'est là où il faut être. Ça, les élections s'imposent à nous. Le citoyen a bien conscience de ça. Mais de là à dire qu'il a conscience que le choix ou le non-choix qu'il effectue le jour de l'élection est un acte capital et important pour le devenir de la nation, au moins pendant les 5 ans, il y a beaucoup de doutes et très peu de certitudes. Mais normalement, ça devrait être ainsi. Normalement, ça devrait être ainsi. Juste une anecdote, dans les travaux du CGD à l'époque sur les enquêtes. Le Centre pour la gouvernance démocratique. Le responsable du centre disait que dans un village, il y a un vieux qui leur a demandé « Mais pourquoi vous voulez qu'on aille voter? Est-ce que le président qu'on a élu là, il est décédé ?» Bon, il est toujours en vie, pourquoi on doit encore aller changer? Voilà. Donc, vous voyez qu'on a une culture, on a un substrat culturel qui obéit à certaines logiques, à certains mécanismes. La preuve vivante, vous l'avez à Ouagadougou. Il a son palais aux encablés du stade municipal. Lui, on ne le change pas chaque 5 ans. Voilà, il y a d'autres mécanismes pour le changer. Donc lui, il est là, il coexiste en même temps avec d'autres acteurs qu'il faut changer chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Donc le citoyen, il est un peu dans ces méandres-là. Il se demande, mais pourquoi lui, c'est pas à chaque 5 ans et il apparaît plus légitime, plus accepté, entre guillemets, que ceux qu'on désigne routinièrement, régulièrement, et qui voient leur mandat parfois remis en cause. Vous avez vu en 2014, vous avez vu le Mali juste à côté avec Ibeka, on a fait des milliards et puis bon, le mandat n'est pas arrivé à terme. Donc, dire que le citoyen aujourd'hui, il connaît les enjeux de ces élections, pour une grande majorité, j'ai des doutes. Mais pour une minorité, pour une certaine classe, une certaine frange de la population qui a un niveau d'instruction, qui connaît les enjeux et qui vit également de ces interactions régulières chaque 5 ans, il n'y a pas de débat. Mais pour la grande majorité, je pense que les doutes sont plus nombreux que les certitudes. Le docteur Sourouema a fait tout à l'heure allusion à l'empereur de Mossé. Il est là, il en a vu passer des chefs d'État. Et puis il sera là jusqu'à ce que les mécanismes prévus pour sa succession puissent se mettre en branle. Et il y a donc aussi un travail d'éducation à faire au niveau de la population. Justement, cet exemple, il est très illustratif. Moi, je me pose la question justement, est-ce qu'on a des électeurs ou est-ce qu'on est en face des citoyens? En 60 ans d'indépendance et en presque 55 ans d'élection, c'est vrai qu'on a eu des passages à vide. À vide, oui. Mais les gens n'ont pas encore tous compris le sens du vote. Et les gens ne se sont pas appropriés le processus électoral. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens vont voter, en fait, ils ont dit d'aller voter, on va voter. Oui. Ces dernières années, on commence à dire, bon, nous on veut le changement, donc le changement, comment le faire? Les gens commencent petit à petit à prendre conscience qu'ils ont une carte en main qui peut faire changer les choses. Mais c'est encore, comme le docteur l'a dit, une minorité qui n'est pas... Parce qu'il faut attendre une masse critique d'électeurs pour que les politiciens aient la peur au ventre quand ils vont aux élections. Il ne faut pas la fleur au fusil pour dire, bon, on organise et puis on gagne. C'est seulement en Afrique qu'on voit ça. Donc vous pensez qu'ils n'ont pas actuellement la peur au ventre, les citoyens ou les électeurs, ils vont dans les urnes plutôt avec leurs sentiments, leur affinité avec tel ou tel autre candidat et non pas forcément avec des convictions? Donc moi j'ai l'impression qu'on organise les élections pour les politiciens. Moi c'est l'impression que j'ai. C'est pour ça que les citoyens, les électeurs, c'est pas leur affaire. En fait on organise une... C'est comme... Excusez-moi, je respecte beaucoup j'allais dire, tous ceux qui sont dans le processus électoral, mais c'est comme on organise une kermesse et puis on vous dit venez participer. Donc il faudrait peut-être que ce lien-là change. Tant que ce lien-là ne va pas changer,
on va toujours courir après le sens du vote, parce qu'aujourd'hui, on est en démocratie, ça fait plus de 60 ans, mais les gens se reconnaissent. On est indépendant depuis 60 ans. Voilà, les gens se reconnaissent. Il y a eu le début avec le multipartisme, il y a eu l'embrigadement militaire, et puis on est revenu donc au système multipartisan avec les processus. Mais on ne fait pas mieux. Pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez un citoyen, quelle que soit la région où il se reconnaît plus facilement dans l'autorité coutumière, dans ses décisions, dans ses mots d'ordre, que par exemple son parti ou son mouvement. Ça, c'est des questions que on doit se poser, et il y a un travail à faire. Ce n'est pas seulement le travail des partis politiques, parce qu'eux, ils ont une clientèle qu'ils recherchent, mais c'est peut-être tous les acteurs de la société, les associations, autres mouvements non politiques, pour amener une conscience vraiment citoyenne qui va permettre ce changement. Amener une conscience, vous l'avez souligné tout à l'heure, on en a organisé des élections au Burkina depuis le temps. Je prends juste la période donc, de la 4e République. Depuis l'instauration de cette 4e République en 1991, le Burkina a déjà organisé 5 élections présidentielles, notamment en 1991, 1998, c'était encore un septennat, puis c'est passé au quinquennat 2005, 2010 et 2015. Que peut-on en retenir finalement de tous ces rendez-vous? Est-ce le signe d'une certaine vitalité électorale et ou démocratique, Dr Souema? Peut-être tout ça à la fois, mais le premier élément qu'il faut retenir, c'est la routinisation. On est déjà dans une répétition. Maintenant, la question qu'on va se poser après, c'est est-ce qu'elle est pédagogique? Nous, on dit que la répétition est pédagogique. Il faut voir ici si cette répétition électorale est pédagogique. Contrairement à ce que lui disait, moi je dirais qu'on n'a pas d'électeurs, on n'a pas de citoyens en tant que tel, on a des votants. On a des gens qui votent. On n'a pas, parce que l'électeur, c'est celui qui a conscience de l'acte qu'il pose. En votant pour X, pour Y, il a bien conscience de cet acte. Enfin, je veux dire au plan politique et au plan de la signification, au plan des valeurs. Voilà. Maintenant, quand il vote, il peut voter sur la base d'un certain nombre d'allégeances, d'un certain nombre de légitimités, de redevabilité, mais pas toujours au service de l'état de droit que vous avez évoqué en entrée d'émission. Donc la répétition depuis 1991, elle est pédagogique, cette répétition, et derrière la répétition, il y a de la routinisation. Vous aurez remarqué que depuis 1991, l'élection de 1991 était plus ou moins chaotique, plus ou moins... avec un fort taux de... Beaucoup de choses à dire. Et puis en 1998, ça s'est un peu amélioré déjà en termes de candidature. Et puis en 2005, avant d'arriver en 2005, on a eu tous les débats pas possibles. Voilà, on a eu toutes les variantes constitutionnelles, sociologiques, philosophiques, sur le sens qu'il faut... Rétroactivité ou pas. Voilà, effet différé. Vous voyez qu'on apprend beaucoup. Pour ceux qui sont dans ces milieux-là, on apprend beaucoup. Et puis en 2010, c'était la totale. On a eu comment on est passé du septennat au quinquennat, comme vous l'avez dit, et tous les débats de 2005 qu'on a repris en 2010. Et puis, on voyait déjà qu'à partir de là, les arguments là, j'ai envie de dire, se peaufinaient. Les arguments gagnaient, je veux dire, en profondeur, en qualité, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont en face des gens qui ont du répondant. Donc la qualité du débat s'est améliorée. C'est ce qui nous a conduit au CCRP où on a vraiment discuté des questions. Et puis vous avez vu, on a dit s'il y a consensus, on applique. S'il n'y a pas de consensus, on continue les réflexions. Ça veut dire que les passages en force là sont de plus en plus difficiles et sont de plus en plus remis en cause. Donc la répétition a cela déjà de positif, que les élections se routinisent, on apprend, le processus se crédibilise. Vous avez vu aussi les instruments. On est passé d'une carte électorale sur du papier un peu, et puis ensuite on a eu des cartes électorales biométriques, et puis ensuite on a eu la possibilité de consulter les listes électorales en ligne. Donc vous voyez, au fur et à mesure... On est même passé de plusieurs bulletins au bulletin unique. Voilà, et maintenant la carte électorale, la carte d'électeur, vous arrivez, vous avez juste 5 minutes s'il n'y a personne, et puis vous avez votre carte d'électeur. Donc ça veut dire que si on répète, peut-être qu'un jour, on va voter comme aux États-Unis. Un jour, on va voter comme... On va être dans nos salons et puis on va aller juste sur une application et puis c'est bon. On va y arriver sans doute, oui. On va y arriver, juste pour ajouter que le processus côté infrastructure, effectivement, on a senti, même au niveau des textes, on a senti une nette amélioration. Maintenant, c'est comment
parler de contenu. Voilà, c'est ça. Le contenant, on n'a pas encore le contenu. Voilà, on a une belle voiture, on a des techniciens qui maîtrisent le processus électoral, mais il y a quelque chose qui ne prend toujours pas, malheureusement. Il y a quelque chose qui ne prend. Alors, qu'est-ce qui pourrait donc distinguer l'élection du 22 novembre prochain, la 6e de la 4e République, de celle précédente? Il ne faut pas occulter le fait qu'entre-temps, il y a eu donc cette insurrection populaire, ce putsch, on est passé, est-ce que je dirais, à une autre mentalité? En tout cas, on avait dit que plus rien ne serait comme avant. On peut dire que les 5 années qui s'achèvent, ce quinquennat qui s'achève, aussi quelque part un quinquennat de transition. Qu'est-ce qui distingue l'élection, la prochaine élection, de celle qu'on a connue jusque-là? Dans les formes, il n'y a pas de distinction. On a le même processus, on a une commission électorale toujours dans le même format, on a des acteurs qui sont toujours dans leur jeu. Ce qui va distinguer cette élection des précédentes, surtout de celle de 2015, c'est que celle de 2015 devait nous permettre de revenir à l'état de droit, de façon, on va dire, classique. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que la après transition... après le long règne des militaires. Bon. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que quand on a fait l'insurrection, vous avez vu qu'on avait une constitution, on avait une charte, vous avez vu qu'on a voulu rester dans le sérail de l'état de droit, mais en bricolant. Ici, on a la constitution, on n'a pas de charte. Ça veut dire que là, on est revenu vraiment à un régime, à un état de droit. Voilà, un état constitutionnel normal. Donc, l'élection de 2015 avait ça comme enjeu et défi à la fois. Comment on quitte la transition, comment on arrive à un pouvoir qui réponde aux aspirations justement de ceux qui ont conduit un an auparavant cette insurrection. Donc, on a réussi cette élection qui a été saluée par l'ensemble des observateurs comme étant des élections propres à tous les points de vue. Quand on regarde les résultats de 2015, on les compare avec les résultats antérieurs, on voit nettement qu'il y a une différence. Parce qu'on était dans un processus de transition où il n'était pas possible de lire de façon simple l'issue de l'élection. Donc l'élection de 2020 doit déjà nous permettre de consolider ces acquis de 2015. On doit arriver, malgré le contexte de difficulté que vous avez signalé là, réussir au moins à faire des élections transparentes, crédibles que celles de 2015. Voilà. Au moins, on n'a pas les débats de 2015 sur l'exclusion, sur tout ça. Au moins, cette fois-ci, on n'a pas ce débat. Donc, il faut pouvoir relever ce défi de l'élection inclusive, transparente, et puis de l'élection qui consolide les institutions. Une élection qui consolide donc les institutions et qui relève bravement le défi de la transparence, de la crédibilité. Donc l'organisation a du gros boulot à faire, Abdoulaye Taho. En dehors des craintes sur les aspects sécuritaires et puis de l'intégralité du vote sur le territoire national, je pense que le dispositif, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de crainte. On a des opérateurs électroniques qui sont très bons. Donc de ce côté, le côté de l'organisation, il n'y a pas trop d'inquiétude. Maintenant, on attend de voir quelles seront les couleurs de la campagne, parce que là aussi ça va être très intéressant. On a un sortant qui veut rebeloter. Ce n'était pas le cas en 2015, parce qu'il qui veut... Bon, qui rebelote. C'est ça. Non, qui rebelote, c'est quand il a déjà les candidats à sa succession. Voilà. Et vous avez tous ceux qui ont raté le coche en 2015 qui veulent prendre leur revanche. Et c'est pour cela que les alliances sont en train de se mettre en place. Cette fois, ça va être très intéressant en termes d'analyse politique, c'est-à-dire comment les forces vont se coaliser pour pouvoir déboulonner le prétendant à un second mandat. Donc, il y a des aspects comme ça qui sont intéressants, qu'il faut suivre pour voir un peu, surtout le discours électoral, comment il va être orienté. Maintenant, on a 14 candidats à la candidature. On va y venir, mais tout de même, l'élection se tient, on l'a dit, dans un contexte difficile, marqué par des crises. Les crises sont acérées, multiples. La crise sécuritaire avec le terrorisme qui continue de frapper le pays, crise humanitaire, plus d'1 million de personnes déplacées, crise sanitaire avec la maladie à coronavirus, on n'en est pas encore sorti. Donc effectivement, l'organisation est également... Il faut vraiment relever le défi de l'organisation dans un contexte
contexte qui n'est pas simple, parce que là, le contexte est devenu complexe par rapport à 2015, docteur Souem. C'est ça, par rapport au contexte CFA. Même si on est rodé en termes d'organisation, comme vous l'avez dit, le contexte a changé. Déjà pour l'organisation, vous savez qu'on n'a pas la souveraineté sur les ressources qu'il faut pour organiser. Ce qui fait que dès l'avènement de là ou du Covid, les gens se posaient des questions de voilà, comment ça va se faire. Parce que ceux habituellement qui nous financent, ils sont frappés de plein fouet par la Covid-19, il y a des restructurations économiques à leur niveau. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées, revues. Donc, est-ce qu'on va pouvoir financer les élections telles qu'on les avait projetées sans la Covid-19 ? Voilà. Donc ça, c'était une grande question. Voilà, ça c'est une grande question. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est même alors que justement, en raison de tout ça, ces élections coûtent davantage cher. Justement. Mais c'est même pas, je trouve que c'est même pas le coût le problème. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir les ressources, mais compte tenu du contexte que vous avez si bien décrit, on n'est même pas sûr. Aujourd'hui, si on a les moyens, on a les ressources, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut aller voter là où on ne peut pas arriver ? Là où on ne peut pas arriver. Voilà. Quels que soient les moyens qu'on a. Donc aujourd'hui, il y a l'enjeu même de la mobilisation des ressources, mais il y a aussi l'enjeu de pouvoir couvrir le territoire en termes de vote. C'est à ce niveau-là qu'on peut saluer, bon, j'ai envie de dire à sa juste valeur, la révision du code électoral qui permet de tenir plus ou moins compte de ces éléments. Il y a ça. Ensuite, il y a l'enjeu sécurité à proprement parler. Voilà. On peut faire des hypothèses. Que va-t-il arriver, même si on a la réponse, si en cours de journée, un bureau de vote est attaqué, les urnes sont emportées? Voilà, on peut dire, bon, on met tout ça sous le couvert des circonstances exceptionnelles. De la force majeure. Voilà, que c'est plus. Bon, on peut le dire, mais la question qui se pose, c'est en termes d'ampleur. Si vous avez plusieurs bureaux comme ça qui sont attaqués, qui sont... Comment on fait? Donc, il y a ça. Ensuite, il y a toutes ces personnes déplacées. C'est vrai que les gens ont dit qu'il y aura des solutions pour que les gens votent, mais vous voyez que pour la présidentielle, il n'y a pas d'enjeu. Mais pour celui qui veut être député, ouais. Et puis, bon, il y a 1 million de gens qui ont bougé, il y a des communes qui sont presque vides, ainsi de suite. Comment ça va se faire? Donc là également, il y a un gros enjeu. Et puis maintenant, au plan sécuritaire, ce sont les mêmes débats qui s'étaient posés lorsque on parlait, par exemple, du référendum. Est-ce qu'on est sûr qu'en termes d'intégrité, d'intégralité, les forces de défense que nous avons là peuvent, en plus de leurs activités de lutte contre le terrorisme, là, consacrer du temps, des effectifs, des moyens pour sécuriser une élection de cette nature. Donc il y a tout ça, voilà, il y a tout ça également qu'il faut regarder. Et en plus de cela, je termine par ça, par rapport à ce qu'il disait, les discours qui vont être tenus. Bon, c'est sûr qu'on va revenir aux chartes d'éthique, de bonne conduite, ainsi de suite, mais quand les gens sont dans la quête du pouvoir, bon, il y a des discours qui peuvent être tenus. Il y a des écarts. Comment ces discours-là vont être tenus? Déjà, vous voyez que tout est sensible, tout est sensible. Quand on parle, par exemple, de tout ce qui est Sahel, on parle, par exemple, de la question ethnique, si ça se glisse dans les questions électorales, c'est vrai qu'il y a des régulateurs, c'est vrai qu'il y a tout, mais le problème, ce n'est pas les acteurs qui tiennent les discours, c'est les récepteurs. C'est les récepteurs. Ceux qui réceptionnent. Bon, donc c'est en fait tout ça aussi qu'il faut pouvoir regarder avec ces élections-là qui font que elles sont à surveiller de près. Ce sont des élections, c'est un rendez-vous vraiment exceptionnel. Enfin, exceptionnel dans le sens où il y a beaucoup de difficultés et qu'il va falloir aplanir. Et l'une des grosses difficultés, c'est également la sécurisation donc, des opérations de vote. Les forces de défense et de sécurité ont un important rôle à jouer à Blaitao. Moi, je pense depuis l'annonce, depuis qu'on a commencé à parler d'élections, le problème s'est posé. On a dit, est-ce qu'il y aura élection? Vous avez eu même le rétro-pédalage des députés qui disaient, bon, nous on vote la loi, mais c'est même pas sûr qu'on puisse avoir nos électeurs sur place, si on doit être réélu ou pas. Donc c'est des problèmes qui sont réels, qui sont posés. On a essayé de colmater en trouvant des solutions juridiques pour que, quand on parle d'infrastructure, là on a une infrastructure qui répond. Quand il y a une secousse, elle réajuste. Là ils ont réajusté pour pouvoir tenir les élections. Mais l'incertitude, c'est s'il y a une étincelle, comment les gens vont réagir, ça on ne sait pas. Je crois que c'est la grosse question au niveau de la sécurité. Ce n'est pas que dans les zones déjà connues, sensibles, ça peut arriver n'importe où. Donc ça c'est une vraie question et bon, je pense que les organisateurs vont travailler là-dessus. Et pas que eux, même les citoyens ordinaires doivent faire attention à cela. Parce que tout le monde doit y veiller. Tout le monde doit y veiller pour que tout se passe bien, même si on sait que
tout est possible. Parce que où on compte sur la responsabilité des acteurs politiques. ouais. Voilà. Parce que eux aussi qui aspirent à gérer le pays, il faut Voilà. qu'ils le reprennent en un morceau, ou en tout cas en un grand morceau, morceau. pas En miettes. en un morceau encore plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui. oui. Voilà, c'est ça. Tout le temps, il y a toujours cette part d'inconnu qui peut survenir, et d'autant aussi que pour la première fois, ce scrutin intègre le vote des Burkinabés de l'extérieur. C'est une première qui n'a pas rencontré malheureusement beaucoup de succès dans son volet enrôlement. On a enregistré seulement quelques 23 000 inscrits sur le fichier électoral. Si mes chiffres sont corrects, il y a eu 22 858 exactement à la clôture des opérations le 26 janvier dernier à Boulaye Tao. Alors le vote des Burkinabés de l'extérieur, c'était une requête, c'était même une quête depuis longtemps. On a décidé d'y aller cette année où malheureusement il y a eu énormément de problèmes. Mais ça serait quand même symbolique de faire voter les Burkinabés. Ouais, je pense que c'est symbolique et je crois que beaucoup d'acteurs politiques, d'un point de vue du droit, permettent aux citoyens à l'étranger de voter. Je pense qu'on a fait une grosse avancée. Maintenant, il y a des calculs politiques qui ont été faits. Il y a certains qui ont certainement cru que ça allait être une manne électorale. Je pense que beaucoup de gens se sont trompés là-dessus. Parce que aussi l'intérêt du Burkinabé de l'étranger pour le vote à l'intérieur, chez lui, est-ce qu'on a bien évalué? Ouais, parce que la Côte d'Ivoire... Il ne suffit pas d'être burkinabé de l'extérieur pour figurer sur les listes électorales. Il faut remplir des conditions, être inscrit dans son pays d'adoption, c'est ça, de résidence en tout cas, et puis voilà, avoir les documents nécessaires. Et puis sortir, effectivement, manifester son intention de participer à ce scrutin. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent dans cette histoire pour peu de résultats. Je pense qu'on va en tirer les leçons. Et il y a certains qui disaient qu'il fallait qu'on aille graduellement. Et moi, j'étais d'accord avec cette position. On sait où se trouvent un peu les niches d'électeurs, Côte d'Ivoire, certains pays voisins ici. On pouvait travailler progressivement, circonscrire et puis avoir et mettre les moyens qu'il faut. Et puis au bout de 5 ans, 10 ans, on aurait un système qui permet d'intégrer ce vote-là. Mais on est allé subitement, on voulait tout faire en même temps, tout en sachant qu'on avait la limitation de moyens. Et le Covid est venu encore compliquer. La Covid est venue tout compliquer. En tout cas, l'actuelle CENI, Commission électorale nationale indépendante, en place depuis juillet 2016, porte déjà l'estampille des innovations. Donc, vote des Burkinabés de l'extérieur, on l'a dit tout à l'heure, gestion du vote des personnes déplacées internes, c'est une première aussi, organisation du scrutin dans un contexte sécuritaire très délicat, mais également et surtout en ce qui concerne le processus électoral, réception des dossiers de candidature et proclamation, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce qu'on nous a dit ce soir que ce ne sont pas encore, que c'est pas encore c'est présélectionné, une liste officielle, n'est-ce pas? Donc la liste provisoire est sortie, en tout cas, des candidats à l'élection du président du Faso après le travail donc de la CENI. Comment appréciez-vous donc cette prérogative accordée désormais à la commission électorale nationale indépendante qui examine en première instance les pièces fournies par les prétendants au fauteuil présidentiel? Avant d'arriver sur ça, je voulais juste dire un mot sur le vote des Burkinabés de l'extérieur. Oui, rapidement. C'est-à-dire qu'avant de voir l'acte électoral, il faut voir en ça un acte de citoyenneté. Si vous voulez avoir le lien avec les ressortissants qui sont à l'étranger, qui ont des droits, qui ont des devoirs, et que vous voulez organiser. Vous voyez qu'aujourd'hui, on met l'accent sur les diasporas, sur les rôles de... Vous ne pouvez pas mobiliser ça s'il n'y a pas ce minimum de vote. Et n'oubliez pas aussi que ça devait être effectif en 2015. Oui. Et compte tenu de la transition, on a postposé, on a remis ça à 2020. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer et progressivement, ça va s'améliorer. Concernant les nouvelles prérogatives de la CENI, je dirais que ça nous économise quelque chose qui a pendant longtemps apparu comme une sorte d'incongruité. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui réceptionne les dossiers, qui traite, qui publie la liste et puis qui traite le contentieux. Voilà, c'est comme il est le juge, il est l'arbitre, il joue dans le camp A, il joue dans le camp B. Donc déjà, ça c'est heureux que la CENI qui réceptionne les candidatures les traite en premier lieu et puis transfère le fond du dossier au Conseil constitutionnel qui va maintenant recevoir les recours.
En ce moment-là, on a, du point de vue des principes, une distinction nette entre celui qui a traité le dossier et celui auprès de qui on fait le recours, qu'on ne peut plus suspecter d'être juge et arbitre. Donc ça déjà, c'est bon. Voilà. Donc que la CENI établisse la liste, que le juge gère le contentieux, je pense que ça fait une bonne situation des rôles et c'est tant mieux pour la transparence et l'équité. Une bonne avancée, Abdoulaye Tao? Oui, moi j'apprécie parce que au moins un coup KO qui souvent est souvent source de contestation dans l'espace public, quand vous arrivez, c'est la seule même instance qui juge, décide. Bon, vous n'avez pas de recours pratiquement. Mais là, tous les candidats, même ceux qui ont été déboutés actuellement, je ne sont pas sur la liste, peuvent formuler des recours et peuvent être rachetés. Voilà, donc je pense que là... Et ceux qui ont été retenus peuvent également être déclassés. Déclassés, si le processus avance. Donc, je pense que le jeu démocratique entre guillemets est respecté et chacun a sa chance. Chacun a sa chance, c'est une chanson qui le proclame, mais ici nous ne sommes pas en musique parce que pour cette première, la Commission électorale nationale indépendante a mis les petits plats dans les grands avec tapis rouge, accueil, etc. Sur les 23 dossiers réceptionnés au soir du 2 octobre, 14 ont été jugés recevables. Bref, arrêt sur cette séquence du processus électoral de 2020 au Burkina, dans cette relation de mon collègue Mohamed Sanou, de la rédaction de Burkina Info. La liste est provisoire, elle doit être soumise au Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel valide, la liste devient définitive, puisque vous savez qu'entre-temps, il y a des recours possibles. Mais vous avez déjà presque le nombre. On a arrêté 14. Et ce que je dois dire à l'étape actuelle, c'est que pour une première confiée à la CENI, parce que vous savez que jusqu'à présent, c'était le Conseil constitutionnel qui recevait les candidatures, qui dans un premier temps les validait et qui s'occupait aussi après, évidemment, des contentieux. Cette fonction a été donnée à la CENI de recevoir les candidatures et de les valider dans un premier temps. Et maintenant, le contentieux est géré par le Conseil constitutionnel. Je pense que nous sommes très heureux d'avoir pu accomplir cette tâche-là. Et si vous aviez pu participer, vous auriez vu que pour la première fois, un candidat vient devant la commission et son dossier lui est décortiqué. Et évidemment de façon démocratique, sans violer la loi. Parce qu'il n'y a pas eu, ce n'était pas une question pour regarder si on peut faire des arrangements. On a appliqué la loi, rien que la loi. Donc, je pense que c'est une évolution très importante pour notre démocratie. Cette façon de procéder et cette disposition de la loi qui permet que le candidat soit mis face à lui-même, face à son dossier, et qu'après examen, il constate lui-même qu'évidemment, son dossier peut être retenu ou ne peut pas être retenu. Donc voilà cette avancée quand même importante de notre démocratie que nous tenions à souligner. Toutes les candidatures qui n'étaient pas conformes, par exemple quand vous n'avez pas le reçu de la caution, quand vous n'avez pas un document, parce que la loi liste les documents constitutifs du dossier. Si le 2 octobre, à 23h59, vous n'aviez pas pu donner un de ces documents exigés par le code électoral, évidemment, ce dossier ne peut pas être validé. C'était plutôt le président de la Commission électorale nationale indépendante qui expliquait donc cette nouvelle formule et comment le travail a été fait. Les dossiers des candidats ont donc été décortiqués par la CENI devant eux-mêmes et on pouvait donc leur montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans le dossier en respectant scrupuleusement la loi. Ils étaient 23 au départ, 14 sont retenus jusque-là. Et on attend l'examen des éventuels recours, des contentieux, qui seront donc portés au niveau du Conseil constitutionnel. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais tout de même, vous avez peut-être des commentaires sur le fond et la forme de ce travail qui a été fait par la CENI.
Ce que la CENI fait est très heureux parce que le pouvoir, c'est d'abord et avant tout des symboles. Voilà, quand on dit le pouvoir, c'est pas pour rien qu'on parle de fauteuil présidentiel. Voilà, il suffirait qu'on mette un tabouret et puis ça devienne... Il y a toute une symbolique. Et cette symbolique-là, elle est habituellement parée de rouge. Donc quand la CENI met le tapis rouge, c'est dire que ceux que nous sommes en train de recevoir ont de fortes chances, ou en tout cas des possibilités, demain de commander en notre nom à tous. Voilà. Donc, je pense que... Donc, c'est dès maintenant qu'il faut leur donner cette considération-là. Voilà. Et leur faire surtout prendre conscience qu'ils s'engagent dans une aventure qui est très sérieuse. Ils s'engagent dans une aventure sérieuse, surtout à une étape du pays, à une étape où le pays traverse d'énormes difficultés. Moi, je pense que c'était un très bel exercice. Certains ont regardé en souriant. Bon, je pense qu'il y a certains candidats, quand vous les voyez, ils étaient surpris de se trouver là. Certains ont réalisé qu'en fait, effectivement, c'était quelque chose de sérieux. Et je pense que c'est très important. Le pays traverse des difficultés. On cherche des prétendants sérieux qui vont nous trouver des solutions à nos problèmes. Et ça commence par, c'est vrai, l'habillage, le symbole, comme l'a dit le docteur, c'est très important. On espère que les candidats vont en prendre conscience. Mais derrière, vous avez vu aussi que l'exercice de la CENI a permis aussi de déshabiller certains candidats et de voir que certains aussi n'ont pas respecté le fauteuil pour lequel ils avaient des ambitions. Et c'était très bel exercice parce qu'avant, c'est au Conseil constitutionnel, on disait, on peut dire qu'il y a un dossier qui s'est perdu en route. Le coursier n'a pas déposé, mais là, ça s'est passé publiquement devant témoins. C'est même pas une hypothèse, c'est déjà arrivé. Voilà, donc les élections antérieures des candidats ont dit non, leur dossier était complet, c'est en cours de route que ceci, cela, voilà. Donc je pense que là c'est pédagogique. Et je pense que demain, des gens ne vont pas aller se faire honnir sur le tapis rouge. Et devant le président de la CENI. Il ne faut pas aller se faire honnir sur le tapis rouge parce que quand on se déclare candidat à ce fauteuil-là, eh bien, il faut en prendre la dimension dès le départ et savoir à quoi on doit s'attendre. La question de la caution fixée à 25 millions de francs CFA ainsi que celle relative au parrainage font débat. Alors, pensez-vous, comme certains candidats, qu'il faudrait revoir ces conditions-là, Dr. Swoum? Dans un principe de sélection, il faut toujours des critères, il faut toujours des conditions. Maintenant, quels éléments on privilégie en termes de conditions ou de critères? Ici, on a mis l'accent sur deux éléments essentiels, la capacité financière et puis, j'ai envie de dire, la capacité de mobilisation sociale à travers les parrainages. Il se trouve que pour les parrainages, c'est critiqué, ça pourrait se justifier d'une certaine manière, mais pour la caution qui répond aux capacités économiques, on n'a malheureusement pas de pendant en termes de, j'ai envie de dire, de capacité de proposition, de conception. Quand on regarde les dossiers de candidature, on voit la caution, elle témoigne d'une certaine capacité, les parrainages témoignent d'une certaine capacité en termes de couverture, de mobilisation, mais on n'a rien d'autre qui montre que le monsieur qui vient, il a des solutions, C'est vrai que ce n'est pas à ce stade-là, mais ce que je dis, c'est qu'on peut aussi poursuivre la réflexion sur, voilà, on sélectionne des gens pour sa solution, il faut se référer à son programme. Mais là, ce n'est pas le programme qu'on demande à la candidature. C'est vrai que je veux dire qu'il y a toujours des conditions, mais si vous... dans la campagne. Mais si vous vous inscrivez dans des conditions d'universalité de la participation, d'égalité de la participation, qu'il faut donner la chance à tous ces Burkinabés qui ont des idées de participer, les critères que vous fixez là peuvent, tout en étant légaux, tout en étant acceptés, exclure une certaine catégorie de candidats. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la caution, mais je dis qu'il faut mûrir la réflexion pour ne pas que les gens aient le sentiment que la sélection est réservée à une catégorie sociale aisée. Ceux qui ont les moyens ne parlent pas de la caution. Mais il y a aussi des gens qui ne critiquent pas la caution, qui critiquent les parrainages. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un juste milieu qu'il faut trouver. Mais dans tout processus, il faut que les acteurs trouvent le consensus qu'il faut pour que les critères-là permettent non seulement à ceux qui ont les capacités qu'on a évoquées tout à l'heure, mais à ceux également qui ont d'autres capacités qu'on ne peut pas lister, puissent également se présenter. Mais tout en évitant qu'il y ait une surcharge du système, comme on dit. Alors, pour parler de la caution, à titre d'exemple, la caution pour l'élection présidentielle est de 30 millions de francs CFA au Sénégal. De 6 millions en 2000, ce montant est d'abord passé à 25 millions
en 2007, puis à 65 millions en 2012, avant d'être ramené à 30 millions de francs CFA en 2018. À noter aussi que le Bénin avait voulu faire passer la caution de 15 millions de francs CFA à, tenez-vous bien, 250 millions de francs CFA. Finalement, ce sont 50 millions de francs CFA que doivent débourser les candidats qui veulent briguer le fauteuil présidentiel au Bénin. C'est à peu près le même montant, je crois, soit 800 millions de francs guinéens qu'il faut débourser en Guinée, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, donc à peu près à Côte d'Ivoire, 50 millions de francs CFA. Cette caution est fixée à 20 millions de francs CFA au Togo et à 10 millions de francs CFA au Mali. Finalement, pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir les reins solides et aussi beaucoup de millions, Abdoulaye Tao. Bon, c'est le problème des critères. D'autant qu'il faut avoir un certain pourcentage au niveau des suffrages pour se faire rembourser. Bon, les critères, c'est ça. Je pense que qui dit critères, c'est un processus d'élimination. On veut avoir ceux qui sont aptes à conquérir ce fauteuil présidentiel-là. Donc, si la classe politique s'est entendue, parce que là, le docteur a lâché le mot consensus. Quand on rédige les textes, justement, il faut qu'on se dise, chez nous, on pense qu'un candidat à la présidence devait pouvoir être capable de mobiliser tel montant. 25 millions de francs CFA. Voilà, mais là, vous avez parlé d'aptitude. Mais l'aptitude, comme l'a dit tout à l'heure Dr Souema, peut ne pas être forcément financière. Il peut être apte à diriger le pays sans pour autant avoir 25 millions. Non, mais si vous êtes, ça veut dire qu'un candidat, c'est pas Tartampion qui s'élève et puis qui va conquérir le fauteuil présidentiel. C'est pour cela que même quand on fixe, même si on dit 1 milliard, il y a des candidats qui n'ont pas le milliard, mais ils peuvent compter sur des gens. Oui, ils ont comment on appelle ça, des soutiens. Dont ils seront les otages ensuite. Mais dans tous les pays, c'est comme ça. Ou l'otage ensuite. Dans tous les pays, c'est comme ça. Maintenant, il y a les institutions de la République qui sont là pour qu'il n'y ait pas amalgame, pour qu'il n'y ait pas, j'allais dire, copinage, etc., etc. Mais on ne peut pas échapper à cette logique-là. C'est difficile d'échapper à cette logique. Mais on met un minimum de garde-fous pour que, quand même, ils aient quand même un petit gabarit, quoi. C'est ça. Voilà. Mais ce qui pose problème aussi, il faut dire, c'est un peu, on ne comprend pas très bien le sens de la caution. Exactement. Quand vous partez louer une maison, on vous dit une caution, tout le monde sait que, bon, demain il y a un problème, vous ne pouvez pas payer, vous avez détruit. Bon, ici, la caution là répond à quoi? À quoi? C'est pour garantir quoi? C'est pour cautionner quoi? Ou c'est pour mesurer quoi? Et puis ceux qui ont payé la caution et qui n'ont pas obtenu les 5% ou les 10% et qu'on ne rembourse pas, cet argent sert à quoi? Au bien public. J'ai envie de dire peut-être que c'est même plutôt il faut rembourser peut-être la caution à tous ceux qui ont participé, peut-être sauf à celui qui a gagné les élections, parce que lui, il a eu ce qu'il voulait. Si on veut pousser la logique jusqu'au bout. Enfin, en fait, c'est ça aussi, parce qu'il y a un des candidats, si vous vous rappelez, il a dit que ce n'est pas l'argent qu'il n'a pas, mais c'est que les textes n'ont pas dit si le dossier est rejeté, on rembourse ou on ne rembourse pas. Bon, il y a des petites questions comme ça. Si le dossier est rejeté, est-ce qu'on rembourse? On rembourse pas? Oui, on rembourse, mais c'est la question qu'il a posée. On rembourse. Mais en fait, il y a ça. Donc, pour tout élément, il faut que les gens aient une claire conscience de l'objectif qui est visé à travers. Pour les parrainages, comme j'ai dit, c'est très clair. On veut voir que vous, qui aspirez à gérer le pays, là, vous avez un minimum de représentativité. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, chez nous, on a dit c'est 50 parrainages. S'il y a des élus locaux, il faut que vous soyez présents dans au moins 7 régions. Ça veut dire que sur les 7, vous avez dépassé la majorité, fait la moitié. Donc, ça veut dire que vous êtes représentatif. Voilà, donc on peut vous faire confiance pour porter la voix de l'ensemble de la population. Donc ça c'est très clair, mais pour la caution, il y a beaucoup de doutes. Alors, Dr Souema dit que c'est très clair pour les parrainages et pourtant elle fait également débat. Ça a été introduit il n'y a pas très très longtemps dans plusieurs pays. Elle est décriée de Dakar à Cotonou, en passant par Abidjan, même à Ouagadougou. Certains candidats recalés en parlent encore et même promettent de poser des recours par rapport à un certain nombre de choses. Ils pointent des problèmes administratifs et même certains estiment qu'on a pu arranger le sort d'autres personnes, mais le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, qui était sur notre plateau ce soir, a expliqué qu'il n'en était rien, et qu'effectivement, les listes, il y a eu sans doute toujours pas concordance entre les listes des élus et la liste actualisée. Bon, je crois que ce sont des problèmes dont on connaîtra
le Conseil constitutionnel. Alors, Abdoulaye Tawa, la question des parrainages, c'est aussi un problème dans plusieurs pays. Moi, je pense que pour un candidat à la présidentielle, peut-être que la caution n'est même pas un problème. Je pense qu'il y a des fois, moi mon analyse, c'est que c'est la question qu'on peut régler facilement. Mais par contre, les parrainages, quand vous arrivez dans un... Ça dépend du contexte politique. Et ça dépend de comment c'est modulé. Vous avez dit, en Côte d'Ivoire, il faut 1% du suffrage. 1% du suffrage, ça veut dire qu'il faut être représentatif un peu partout. Sur la moitié. Le président dit qu'à lui seul, il a eu 1 million. Donc, il ne reste plus rien. Donc, vous voyez, donc ça peut être des critères pour éliminer des adversaires. Ouais. Et je suis d'accord qu'on mette des critères, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que la classe politique soit très vigilante et que toutes les décisions qu'on prend fassent l'objet d'un consensus vraiment, j'allais dire, solide. Parce que là, si vous prenez le cas du Bénin, où on dit qu'il faut 16 députés, 16 élus, et aucun des candidats aujourd'hui n'est à mesure d'avoir le parrainage des 16 élus, parce qu'on a une majorité écrasante. Quand vous dites aucun des candidats, vous voulez parler des candidats qui ne sont pas de la majorité. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, au Parlement, tous les députés sont de la mouvance présidentielle. Et à l'issue des dernières élections locales et municipales, eh bien, 70 élus locaux, enfin 70 mairies sont sous le contrôle donc, de la majorité. Donc évidemment, cela pose un problème. Comment on règle la situation dans ces cas-là? Bon, moi, le parrainage dans son principe là me semble moins problématique. C'est vrai que dans la mise en œuvre dans nos États, par exemple, quand on interdit formellement à des élus de parrainer quelqu'un qui est de l'opposition, ça c'est contre le principe du parrainage, puisque c'est de s'assurer que par ce que vous proposez, par votre programme, vous êtes en mesure de convaincre des gens. Et pour alimenter le jeu démocratique, des élus sont prêts à vous cautionner, à vous soutenir, au moins pour que vous soyez candidat. Puisque l'élection ne se gagne pas dans les parrainages, c'est pour pouvoir être candidat. Oui. Donc, pour permettre la libre expression, la libre circulation des idées, le parrainage dans son principe-là me semble moins problématique parce que ça n'appelle pas une capacité financière en tant que telle. Bon, si on met de côté la question des fiches qu'il faut acheter. Bon, ça aussi, ça peut être un obstacle. Mais moi, ça me semble plus compréhensible que la question de la caution. Parce qu'on vous demande de convaincre des gens. Moi, par exemple, je dois vous convaincre de me parrainer parce que les idées que j'ai là sont les meilleures. Et si vous êtes convaincu, vous me parrainez. Oui. Ensuite, peut-être que c'est le mot aussi qui pose problème. Je vous parraine seulement si j'ai foi en vous et si je suis un peu de votre bord. Oui, non, bien sûr, même si vous n'êtes pas de mon bord. Et si malheureusement les élus majoritairement sont de notre bord, comment ils font pour parrainer les candidats et les prétendants de l'opposition? On a vu le Front National, et moi ils avaient du mal à réunir les partis. Parce que si l'establishment peut décider de verrouiller le système, ça peut arriver. C'est pour ça que j'ai dit dans les consensus que les politiciens vont céder, il faut faire attention à tout ça, parce que ça c'est des germes de conflit. Hein. Par exemple, au Bénin, s'il n'y a aucun autre candidat qui arrive à avoir les parrainages pour pouvoir... Il y a un problème, je ne sais pas quelle est la décision. Le système va s'effondrer. Voilà. Le système va s'effondrer. C'est ça aussi qu'il faut regarder, parce que si vous êtes... Bon, c'est un peu la même tendance. Hein. Quand vous regardez ce qui se fait en Côte d'Ivoire, si l'opposition continue dans ce sens-là pour dire on boycotte les élections, le président va aller tout seul, il va se faire élire. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est des solutions qui sont en même temps des problèmes, parce qu'on sait que ça ne se fait pas. Donc si on ne peut pas parrainer parce que ceux qui sont au pouvoir ont tous les parrainages, donc vous allez avoir un système qui n'est pas crédible. Un système qui n'est pas crédible. On n'a malheureusement plus beaucoup de temps et j'aimerais qu'on parle de l'enjeu ou des enjeux politiques de cette élection au Burkina. En attendant, en tout cas, 14 candidats sont dans l'antichambre de la validation ou non de leur candidature par le Conseil constitutionnel. Parmi eux, on retrouve le trio venant, ou le tiercé venant, si vous voulez, du scrutin de 2015, mais aussi et surtout les porte-étendards de ce qu'on appelle les trois baobabs de la scène politique burkinabé, à côté de nouvelles figures, ainsi qu'une femme. Quels sont selon vous donc les enjeux donc, politiques de ce casting qu'il nous sera donné de voir dans les joutes électorales pendant la campagne? Abdoulaye Tawa. Moi j'ai envie de dire que ça va être très ouvert, parce que c'est à cause de la nature même du scrutin.
parce qu'on a un scrutin jumelé. Et le vote va être, j'allais dire, problématique, parce qu'on a des gens, on a pour un candidat sortant qui a un bilan, on a des gens qui ont contribué à ce que cet establishment-là arrive, qui n'ont pas pu participer à la construction comme ils le souhaitaient, qui ont envie de prendre leur revanche. Donc moi, je m'attends, d'un point de vue déjà des joutes électorales, là, à quelque chose de vraiment dense et d'intéressant. Maintenant, ma crainte, effectivement, je ne sais pas si on peut parler de crainte, mais il y a un risque aujourd'hui si l'opposition, en attendant la validation de toutes les candidatures, en attendant la liste définitive, la liste définitive, j'ai peur qu'on assiste à un morcellement, à un éparpillement des voix qui va tuer le scrutin. Moi, c'est la seule crainte que je vois, parce qu'avec 14 candidats, même si on a 6, 7, parce que c'est quand même, vous avez des poids lourds. Hein. Aujourd'hui, dans la liste des 14, ce n'est pas que des inconnus. Justement, c'est ça. Et c'est des gens qui rêvent tous de prendre leur revanche sur ce qui s'est passé en 2015. D'une façon ou d'une autre, soit en se coalisant, soit en faisant des alliances multiformes pour y arriver. Donc, je pense que ça va être intéressant d'un point de vue, j'allais dire même politique, et je pense que les électeurs n'auront que l'embarras du choix. Scrutin du quitte ou double pour le président sortant. Il y en a qui estiment d'ores et déjà qu'il ne sera pas possible de faire un coup KO. Est-ce votre analyse aussi? Est-ce qu'on est dans des scénarios de victoire d'un camp au premier tour ou un second tour obligatoire? Quand on regarde les résultats de 2015, le président actuel, il a gagné les élections avec 53 quelque chose pour cent. Oui. Dans un contexte très ouvert, mais incomplet, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, en 2015, les militants du parti, pour l'élection de 2020, je veux dire, voilà, c'est ça. Les militants du parti qui était au pouvoir n'avaient pas pu voter, ou du moins ont dû voter par défaut. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de voter pour leur candidat, pour leur parti. Et comme tout ça, ça vient d'une même racine, donc il y a déjà cette confrontation, j'ai envie de dire, interne, fratricide, quel que soit le terme qu'on va utiliser, sur le dispatching des voix à l'intérieur. C'est vrai que le parti au pouvoir a une longueur parce qu'ils sont aux affaires, mais à côté, vous avez ça, vous avez le CDP qui revient, qui a un candidat, donc il y a une base qui est là, qui n'a pas disparu. Vous avez au sein du CDP une branche dissidente avec la candidature de M. Kadré. Donc vous avez aussi, comme il le dit, il y aura une partie des voix. Vous avez Maître Gilbert Ouedraogo qui est candidat, qui est à la tête d'un parti historique, qui n'a plus tout le poids mais qui est présent. Oui. Et vous avez tous ceux-là qui vont se confronter sur le même espace. Donc ça aussi, en termes de recomposition, en termes d'alliance, comme il a dit, en termes de stratégie, ça ne présage pas la possibilité d'un coup KO. Cela ne présage... Quand on regarde 2015, les résultats, on regarde la recomposition, le 2015 va être un peu... Enfin, le coup KO là est improbable. Coup KO improbable, la vérité sortira sans doute des urnes, mais je voudrais vous entendre juste 30 secondes sur deux choses, rapidement. Quels sont donc les grands défis, ou quels seront ces grands défis de celui qui sortira des urnes au soir du 22 novembre et quelle devrait être sa priorité première? Au-delà des grandes institutions, moi, le défi que je vois, celui qui est élu, comment les 1 200 000 personnes déplacées, comment on les ramène chez eux, comment on sécurise ça, pour moi, c'est un défi que si on ne traite pas, l'élection n'a pas tout son sens. Ça, c'est un vrai enjeu. En plus des questions que vous connaissez, la reconquête du territoire, la sécurité. Et puis maintenant, après, il y a la question de l'accès aux services sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits, mais c'est ça le socle même de la citoyenneté. Il faut avoir accès à des services. Donc, le président qui va venir doit pouvoir régler ces éléments. Pour moi, les deux éléments, les personnes déplacées, comment on les gère, comment on ramène la sécurité, en plus de tout ce que vous avez là, pour moi, ce sont les grands défis qui attendent le président qui va être élu. Abdoulaye Taossi, vous étiez président du FASO au soir du 22 novembre et que vous êtes investi, vous rentrez à Koussiam, quelle serait la première décision que vous prendriez? Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, comme il a dit. Moi, je pense que la préoccupation aujourd'hui de tous les Burkinabés, c'est de retrouver la sérénité.
La sérénité, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre en paix sur un territoire qui est nôtre. Sécurité physique et puis sécurité sanitaire, comme il a dit. Pouvoir être, j'allais dire, à l'abri, c'est-à-dire qu'avoir des accès aux services sociaux de base, de santé, etc. Je pense que c'est les deux priorités, parce que souvent on a tendance à tout mettre en ville. Nos intellectuels sont trop urbains, urbanisés, alors que en province, dans le monde rural, ce sont des questions de base. La sécurité aujourd'hui, c'est là-bas. La santé aujourd'hui, c'est là-bas. Les pistes rurales aujourd'hui, c'est là-bas. Si eux, ils sont à l'aise, il n'y a pas de raison que nous, on ne soit pas à l'aise dans les centres. Travailler donc à remettre le pays en ordre, en paix, surtout en sécurité, régler la question des déplacés internes, améliorer les services sociaux de base. Beaucoup de tâches attendent le prochain président du Faso. Il doit avoir les reins solides, la tête sur les épaules et nous faire rêver d'un Burkina meilleur. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 112 qui recevait pour vous Kassem Salam Sourouema, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Merci encore pour vos éclairages et merci d'avoir accepté pour la première fois notre invitation sur le plateau de Périscope en espérant que cette première en appellera d'autres. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Abdoulaye Tao, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Économiste du Faso. Merci Abdoulaye Tao pour la constante disponibilité. C'est Aminata Clarisse Sawadogo Benao que je remercie, qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope avec la complicité de Abdoul Kader Ouidraogo sur les caméras, Aminata Peggy Sanogo au son, Jean Fofana était sur les synthés et au prompteur. Mathias Kambou a assuré la diffusion de cette émission. Mes invités et moi avons été maquillés par Nouriatou Ouidraogo. Merci à toutes les équipes de soutien et d'encadrement qui m'accompagnent chaque semaine dans la préparation et la présentation de cette émission. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité et prenons soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.